Ça commence toujours de la même façon. Elle te regarde. Pas tel que tu es, mais tel qu'elle imagine que tu pourrais devenir. Et tu le sens dans ses yeux, n'est-ce pas? Cette lueur fugace, impossible à nommer. Est-ce l'espoir? Est-ce la fin? Est-ce la reconnaissance? Tu crois être vu, mais tu ne l'es pas. Tu es mesuré, évalué, scanné, comme une toile vierge sur laquelle elle a déjà décidé de peindre son chef-d'œuvre. Et voici ce que tu ne remarques jamais, avant qu'il ne soit trop tard. Le chef-d'œuvre qu'elle peint? Ce n'est pas toi. Ça ne l'a jamais été. Carl Jung, l'homme qui a passé sa vie à fixer l'abîme de l'âme humaine, t'avait prévenu. Pas avec le ton lisse d'un gourou du développement personnel. Pas avec des phrases motivantes ou des affirmations réconfortantes. Non. Jung a prévenu avec la précision d'un chirurgien qui a vu trop de patients ignorer la tumeur jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Et il a découvert quelque chose sur les femmes. Quelque chose que tu n'as probablement pas envie d'entendre. Il a découvert qu'elles ne tombent pas seulement amoureuses des hommes. Elles tombent amoureuses de l'idée des hommes, de la fantaisie, de la projection. Et voici la partie la plus terrifiante. La plupart d'entre elles ne savent même pas qu'elles le font. Tu crois qu'elle te choisit, mais elle choisit la version de toi qu'elle a créée dans son esprit. Une marionnette psychologique engagée pour jouer un rôle dans un film qu'elle réalisait bien avant que tu arrives. Et quand tu ne corresponds plus au script, elle ne change pas l'histoire, elle change l'acteur. Jung avait un nom pour ça, l'animus, l'image masculine intérieure qui vit en chaque femme. Quand cet animus est immature, non développé ou laissé sans contrôle, il devient un tyran. Il devient cette force invisible qui pousse les femmes à courir après l'homme dangereux, à rejeter l'homme stable, à moraliser sans conscience de soi, à argumenter sans logique, à dominer sans sagesse. Et Jung ne l'a pas édulcoré. Il a appelé ça une possession spirituelle. Une possession si profonde que la femme ne se rend même pas compte qu'elle est sous son influence. Elle croit agir selon sa propre volonté, mais elle est guidée par un scénario intérieur et obscur qu'aucun homme ne peut vraiment incarner. Et toi, tu tombes dans le piège. Pas parce que tu es faible, mais parce que personne ne t'a appris à le voir. Tu confonds être désiré avec être connu. Tu confonds être choisi avec être compris. Tu la crois quand elle dit « Tu es différent », mais elle ne parle pas de toi. Elle parle du personnage qu'elle pense que tu joues. Et quand tu rates une réplique, quand tu brises le personnage, les applaudissements cessent. Les lumières s'éteignent. Le rôle est recasté. Jung disait qu'il n'y a qu'une seule issue à ce théâtre psychologique. Il l'appelait l'individuation, le processus de toute une vie pour devenir entier en toi-même. Et voici la vérité inconfortable. La plupart des hommes ne commencent jamais ce voyage. Tu as été conditionné dès la naissance à rechercher l'approbation, à chercher la validation, à laisser les femmes définir ta valeur. Et tant que tu feras ça, tu joueras toujours le même rôle encore et encore, celui de l'homme qui vit pour les applaudissements et qui meurt dès que le public s'ennuie. L'individuation n'a rien de glamour. Ce n'est pas un montage héroïque avec une musique triomphante. C'est brutal. C'est brut. C'est l'équivalent psychologique de t'arracher la peau juste pour voir ce qu'il y a en dessous. Ça t'oblige à affronter les parties de toi que tu as enfouies. Le garçon insécure, le fils brisé, l'homme qui a peur de n'être rien sans elle. Ça exige que tu arrêtes de blâmer les femmes pour ne pas te voir et que tu commences à te voir toi-même. Parce que voici ce que Jung savait et que la plupart des hommes ne comprendront jamais. On ne devient pas un homme en étant choisi. On devient un homme en se choisissant soi-même. On ne gagne pas sa valeur grâce à son affection. On la gagne en restant seul, pleinement éveillé, pleinement responsable, pleinement vivant. Un homme qui a affronté son inconscient ne peut plus être séduit par la projection. Il n'est plus une marionnette. Il est l'auteur de sa propre histoire. Mais Jung voyait aussi la tragédie. La plupart des hommes modernes ne sont pas des auteurs. Ce sont des acteurs dans une pièce qu'ils n'ont pas écrite, récitant des répliques qu'ils n'ont pas choisies. Et ils appellent ça un compromis. Ils appellent ça un partenariat. Ils appellent ça l'amour. Mais Jung avait un autre mot pour ça, la trahison de soi. Quand tu ignores ta propre croissance intérieure, tu deviens esclave de la projection féminine. Tu te plies en quatre pour garder son intérêt. Tu deviens conciliant, prévisible, disponible, pensant que ça la fera t'aimer davantage. Mais ça ne marche pas.
Ça te rend invisible, jetable, remplaçable. Pourquoi? Parce que le féminin, dans son instinct le plus profond, n'est pas attiré par le confort, il est attiré par le mystère, attiré par l'homme qu'elle ne peut pas entièrement définir, ni posséder complètement. Au moment où tu effaces tes aspérités pour la rassurer, tu cesses d'être un homme à ses yeux. Tu deviens un accessoire. Et voici le paradoxe, tu crains la solitude plus que tu ne crains d'être faux. Tu préfères vivre dans un rôle plutôt que d'affronter la terreur de te tenir debout sans applaudissements. Mais Jung enseignait que tant qu'un homme n'embrasse pas la solitude, il ne sera jamais libre. Parce que l'individuation, le processus de devenir entier, est une mort avant la mort. Il faut laisser brûler les fausses versions de toi-même pour qu'émerge enfin quelque chose de vrai. Et ce chemin est solitaire. Terriblement solitaire. Tu verras des choses que tu ne pourras plus jamais oublier. Tu remarqueras les masques que les gens portent, les jeux auxquels ils jouent, les mensonges qu'ils se racontent pour survivre. Et quand tu essaieras d'en parler, ils te diront que tu es arrogant, froid, trop sérieux. Ils t'accuseront d'être le problème. Mais tu n'es pas le problème, tu es le miroir. Et les gens détestent les miroirs quand ils leur renvoient un reflet qu'ils ne peuvent pas supporter. Jung le savait mieux que quiconque. Il a passé des décennies à étudier des patients qui refusaient de faire face à leur ombre, ces parties sombres, rejetées, qu'ils niaient à tout prix. Et il a prévenu, les femmes, souvent, grandissent dans des cultures qui récompensent cette fuite. On leur dit qu'elles sont pures, émotionnelles, intuitives, déjà complètes. Mais Jung n'y croyait pas. Il écrivait que le plus grand danger pour une femme, c'était son animus inconscient, cette voix masculine intérieure qui parle avec une fausse autorité, une fausse certitude et une fausse supériorité morale. Si une femme ne l'affronte pas, ne l'intègre pas, elle en devient prisonnière. Elle le projette sur chaque homme qu'elle rencontre, les blâmant pour la guerre qu'elle refuse de mener en elle-même. Et te voilà, pensant que tu seras son exception, que ton amour suffira, qu'elle te choisira enfin pour toi. Mais la projection ne fonctionne pas ainsi. La projection est un voleur. Elle vole la réalité et la remplace par une illusion. Jusqu'à ce que vous vous réveilliez tous les deux de cette illusion, vous rejouerez la même tragédie, encore et encore, vous accusant mutuellement, sans réaliser que vous dansez avec des ombres. Et voici le cruel paradoxe. La femme qui te voyait comme son héros te verra un jour comme son ennemi. Non pas parce que tu as changé, mais parce que tu as cessé de jouer le rôle qu'elle t'avait attribué. Tu n'as jamais été cet homme-là. Et c'est pour ça qu'elle te ressentira de la rancune. Pas pour tes défauts, mais pour ne pas avoir correspondu au mythe que tu n'avais jamais accepté d'incarner. Jung disait « Les gens feront n'importe quoi, aussi absurde que ce soit, pour éviter de faire face à leur propre âme. » Et nulle part cela n'est plus vrai qu'en amour. Hommes et femmes entrent dans des relations non pas comme des êtres entiers, mais comme des projections ambulantes, traînant leurs peurs inavouées, leurs besoins inassouvis et leurs blessures d'enfance non résolues dans les bras de quelqu'un qu'ils connaissent à peine. Tu appelles ça l'amour. Jung appelait ça la possession. Et toi, hypnotisé, tu continues de tomber dans le piège en te disant « Cette fois, ce sera différent. » Mais ce ne sera pas le cas. Parce que tu ne t'es pas posé la question la plus dangereuse qu'un homme puisse se poser. Et si j'étais responsable de ce schéma? Tu veux blâmer les femmes, les traiter de manipulatrices, superficielles, trompeuses, mais Jung te regarderait droit dans les yeux et te demanderait « Et pourquoi as-tu accepté d'être choisi par elle dès le départ? » Parce que l'homme qui refuse de confronter sa propre féminité intérieure sera toujours esclave de la sienne. Tu n'es pas une victime, tu es un volontaire. Tu as joué le rôle de l'idiot volontairement, parce qu'affronter ton propre vide te semblait plus terrifiant que de jouer un rôle dans le rêve de quelqu'un d'autre. Et c'est ici que la plupart des hommes cessent d'écouter, parce que c'est ici que le confort prend fin et que la responsabilité commence. Jung ne t'a pas donné de solution rapide. Il ne t'a pas donné 3 étapes pour devenir un alpha. Il t'a donné la tâche de toute une vie. L'auto-confrontation. Rester assis dans le silence de ton esprit jusqu'à ce que les illusions commencent à se fissurer. Jusqu'à ce que la voix dans ta tête qui dit « Tu n'es rien sans elle » commence à mourir. Et cette voix, elle se battra pour survivre. Elle chuchotera « Tu as besoin d'elle. Tu es incomplet sans elle. » Aucun homme ne peut vivre sans sa validation. Mais le travail de Jung murmure quelque chose de bien plus dangereux.
L'homme qui peut tenir debout sans elle est l'homme qui est enfin libre. Quand tu atteindras cet état, paradoxalement, les femmes seront plus attirées par toi que jamais, non pas parce que tu as besoin d'elles, mais parce que tu n'en as pas besoin. Et là, tu comprendras quelque chose que peu d'hommes saisissent. Elle aussi est sur son propre chemin. Elle doit affronter son animus, ses propres illusions. Et tu ne peux pas faire ce travail pour elle. Tu peux seulement marcher ton propre chemin avec une telle intrépidité que tu deviens un miroir vivant pour quiconque a le courage de regarder. La plupart détourneront les yeux. Quelques rares te remercieront. Et c'est là, exactement là, qu'est la différence entre être aimé pour le rôle que tu joues et être respecté pour l'homme que tu es. Et quand ce moment viendra, quand tu quitteras enfin la scène et déposeras le script, tu remarqueras quelque chose d'étrange. L'air autour de toi change. Les gens, surtout les femmes encore prisonnières de leurs fantasmes, ne sauront plus quoi faire de toi. Elles inclineront la tête quand tu parleras. Elles fronceront les sourcils quand tu ne réagiras pas comme elles s'y attendent. Elles ressentiront quelque chose qu'elles ne pourront pas nommer, mais elles sauront que c'est là. Certaines appelleront ça de l'arrogance, d'autres de l'indisponibilité émotionnelle, d'autres encore t'accuseront d'être trop dans ta tête. Mais ce qu'elles disent là vraiment, c'est « je ne peux plus te contrôler ». Tu as échappé aux catégories qui leur permettaient de se sentir en sécurité. Tu n'es plus prévisible, tu n'es plus un acteur dans leur drame privé. Tu es devenu quelque chose de bien plus dangereux, un homme qui s'appartient à lui-même. Et la société ne célèbre pas cet homme-là. Elle le craint. Parce que l'homme individué, celui qui a traversé sa propre ombre et en est revenu entier, est un homme qu'on ne peut ni acheter, ni manipuler, ni effrayer pour le faire obéir. Jung disait que l'homme individué est, par nature, un outsider. Non pas parce qu'il choisit l'isolement, mais parce que la foule sent instinctivement qu'il ne pourra plus jamais être réabsorbé dans ses illusions. Tu as vu le jeu trop clairement. Tu sais que les projecteurs sont faux. Tu sais que les applaudissements sonnent creux. Et une fois que tu le sais, tu ne peux plus revenir en arrière. C'en est presque drôle, d'une manière sombre. Les mêmes personnes qui, autrefois, quémandaient ton temps, ta validation, ton approbation, te détesteront de ne plus avoir besoin des leurs. Et les femmes, celles qui sont encore prisonnières de leur animus inconscient, seront les premières à le remarquer. Elles te testeront, elles te pousseront, elles te tendront les vieux appâts, la flatterie, l'admiration, l'idée que tu es peut-être, finalement, celui qu'il leur faut. Mais tu ne mordras pas. Pas par cynisme, mais parce que tu as goûté à quelque chose de meilleur. La liberté, et il voyait les hommes, ceux qui courent après l'approbation des femmes, comme certains des plus malades spirituellement. Tu crois être romantique quand tu dis « Elle est tout pour moi » ou « Ah, je ferai tout pour elle ». Mais Jung secourait la tête, parce que ce que tu appelles amour n'est souvent qu'un refus de porter ta propre âme. C'est plus facile de projeter ton sens sur une femme et de lui confier ton espoir, ton but, ton identité. Parce que si c'est elle qui les porte, tu n'as pas à le faire. Mais voilà le problème. Aucune femme, aussi aimante ou loyale soit-elle, ne peut supporter le poids d'un homme qui refuse de se porter lui-même. Et quand elle le réalise, elle le lâchera. Elle doit le faire. Sinon, cela l'écrasera. Et quand elle le fera, tu te sentiras trahi. Mais tu ne devrais pas. Tu devrais la remercier. Parce que dans cet effondrement, dans ce moment où l'illusion se brise, tu te retrouves enfin face à la vérité. Le travail de devenir un homme n'a jamais été le sien, il a toujours été le tien. Et dans cette clarté brute, nue, tu as deux choix. Tu peux la blâmer, tu peux t'endurcir, tu peux rejoindre le cœur amer de ceux qui se moquent des femmes, qui les rejettent, qui jurent de ne plus jamais les aimer. Ou tu peux faire ce que Jung exigerait. Tu peux te tourner vers l'intérieur. Tu peux commencer le travail solitaire, terrifiant, libérateur, de devenir entier sans avoir besoin de qui que ce soit pour te compléter. Parce que voici la vérité que Jung connaissait. La femme que tu cherches, l'adore, n'est rien d'autre que le reflet de la partie de toi que tu as abandonnée ici dedans. Tant que tu ne récupères pas cette partie, chaque amour sera un mensonge. Mais quand tu la récupères, quand tu intègres ta propre féminité intérieure au lieu de la déléguer à une femme, tu brises tes chaînes, tu ne poursuis plus les femmes, tu ne les manipules pas, tu ne joues pas un rôle pour elles. Tu restes immobile, enraciné, ancré, solide dans qui tu es. Et quelque chose change chez les femmes que tu rencontres. Tu n'attires plus celles qui cherchent un personnage. Tu attires celles qui cherchent la vérité. Et tu le sauras au moment de la rencontre. Elle ne te couvrira pas de déclarations.
Elle ne te dira pas que tu es la pièce manquante de son puzzle. Elle ne t'envoûtera pas avec le langage de la complétude, parce qu'elle ne cherche pas à être complétée. Elle ne cherche pas à être sauvée. Elle a fait le travail. Elle a affronté sa propre ombre. Elle a confronté son animus. Elle a brûlé ses illusions. Et parce qu'elle est entière, elle n'a pas besoin que tu joues un rôle. Elle n'a pas besoin que tu portes son âme. Elle te rencontre tel que tu es, pas comme l'homme qu'elle imagine que tu pourrais devenir. Et quand cela arrive, il n'y a plus de désespoir, plus d'attachement, plus de transactions déguisées en amour. Il n'y a que la vérité. Et la vérité, celle dont parlait Jung, est la forme d'amour la plus rare et la plus dangereuse qui soit. Elle n'exige rien, elle offre tout, parce qu'elle ne naît pas du besoin. Elle naît de la liberté de choisir, la liberté de partir, la liberté de rester ensemble sans masque, sans projection, sans peur. Mais laisse-moi te prévenir, la plupart des hommes ne verront jamais cela. Ils abandonneront avant d'y parvenir. Ils se contenteront du fantasme. Ils se contenteront d'être l'élu, même s'ils savent, au fond, qu'ils ne font que jouer un rôle, parce qu'affronter qui ils sont vraiment leur semble insupportable. Mais toi, si tu as le courage brutal de continuer à marcher, de continuer à arracher chaque couche fausse que tu as construite pour obtenir de l'approbation, de continuer à rester debout seul alors que chaque instinct te hurle de revenir vers le confort des applaudissements, tu trouveras quelque chose de terriblement beau au bout du chemin. Tu te trouveras toi-même, et quand tu le feras, les femmes ne seront plus la source de ton identité. Elles ne seront plus le miroir que tu utilises pour te sentir homme. Elles deviendront tout autre chose. Des partenaires, pas des trophées. Des miroirs, pas des mères. Des alliés, pas des sauveuses. Et tu les aimeras, non pas parce que tu as besoin d'elles, mais parce que tu choisis de le faire. Par force, par plénitude, depuis ce genre de certitude qui n'a pas besoin d'être prouvée. Jung ne t'a pas laissé de carte. Il t'a laissé un avertissement. Un avertissement. Tout homme qui refuse de se confronter à lui-même deviendra esclave des projections des autres, surtout des femmes. Mais il t'a aussi laissé un défi. Un défi, marcher sur le chemin de l'individuation. Arrêtez de blâmer les femmes pour les rôles que tu acceptes de jouer. Arrêtez de chercher la complétude dans le regard de quelqu'un d'autre. Arrêtez d'attendre d'être choisi. Parce que l'homme qui se choisit lui-même, pleinement, sans excuse, sans relâche, ne peut pas être contrôlé par un fantasme. Il ne peut pas être séduit par une mise en scène. Il ne peut pas être réduit à un personnage dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Il devient l'auteur de sa propre vie. Et si tu es allé jusque-là, si tu ressens cet appel profond dans ta poitrine, ne laisse pas ce message devenir juste un autre texte que tu consommes et oublies. Prends un moment. Décide. Vas-tu continuer à jouer le rôle qu'on t'a donné? Ou vas-tu le poser et enfin, brutalement, courageusement, devenir l'homme que tu as toujours été destiné à être? Le choix t'appartient.